Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous tous d'être si nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission Un œil sur l'actualité. C'est un nouveau numéro. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois. Le plaisir est encore très grand aujourd'hui parce que cette émission fait un an. Le premier numéro était lancé le 9 mars 2014. Il nous en souvient. Nos deux invités à l'époque, c'était le professeur Komi Wolu et Franck Somali. Cette émission a fait son bout de chemin. Aujourd'hui, l'aventure continue. Grâce à vous, elle grandit et elle continuera de grandir. Et dans le numéro à venir, nous allons réaliser un petit élément sur les appréhensions, les appréciations que vous avez de cette émission et ce qu'il faut faire pour qu'elle soit davantage améliorée. Aujourd'hui également, nous sommes le 8 mars 2015. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. La femme, les mères de l'humanité, celles qui sont nos femmes, celles qui sont nos mères, celles qui donnent la vie. Et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons dans cette émission une femme, Maître Isabelle Ameganvi. Elle est deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, le parti que dirige Jean-Pierre Fabre. Elle est également présidente du groupe parlementaire ANC. Maître Ameganvi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis heureuse d'avoir été invitée par vous. Bonne fête de la femme à vous. Merci beaucoup. Alors, quel message vous avez en cette journée de 8 mars à l'endroit des femmes du Togo? Je voudrais d'abord souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde entier, à toutes les femmes africaines et particulièrement à toutes les femmes togolaises. Braves, déterminée, courageuse, qui remet sa cesse sur l'ouvrage et sur le métier et qui se battent tout le temps pour le meilleur devenir de la famille et du pays tout entier. Je souhaite sincèrement que cette année, Dieu fasse prospérer toutes les femmes togolaises à tous égards. Alors, cette année, le thème, c'est l'autonomisation de la femme. Est-ce que vous pensez qu'au Togo, on est encore loin de cela? Oui, bien sûr. Vous savez, au Togo, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les problèmes que nous rencontrons sont tellement communs à tous les Togolais, de sorte qu'il est très difficile de faire la part des choses en ce qui concerne les femmes. Mais je sais que les problèmes sont tels que ceux auxquels sont confrontées les femmes sont d'autant plus terribles. Parce que vous savez que dans les pays où on lutte pour la promotion de la femme, les pays sont avancés sur les droits minimums à tous les hommes. Et c'est la discrimination qui fait en sorte que on soit obligé de parler de l'être vulnérable que constituent les femmes et les enfants. Mais dans notre pays, c'est que le minimum des droits n'est même pas encore acquis pour toute l'humanité, pour les hommes principalement, avant que de parler des femmes. C'est pour cela que je dis que la situation des femmes togolaises est d'autant plus alarmante et autonomisation de la femme, je crois que on en est encore loin pour ce qui concerne notre pays. Parce que lorsque vous allez dans nos contrées et tout ça, vous verrez que nous sommes toujours à la houe, coupe-coupe, dans les champs et sous le soleil, sous la pluie. Et donc, parler de l'autonomisation des femmes, alors que nous sommes dans une société très patriarcale, c'est beaucoup de combats qu'il faut faire. Combats qu'il faut faire pour les droits humains en général et s'attaquer particulièrement à ceux qui sont inhérents à la gente féminine. Mais vous ne pensez pas que cela avance quand on vous regarde? Vous, par exemple, aujourd'hui, vous êtes une femme, vous êtes émancipée, vous avez fait de hautes études, vous êtes aujourd'hui en politique, vous occupez un poste très important. Ça avance quand même, il faut le dire. Oh, je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Il y en a beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup. C'est vrai que aujourd'hui, les parents ont compris. Les parents ont compris que la différence qu'on mettait entre les sexes, entre les garçons et les filles aujourd'hui, parce qu'il y a des filles qui sont très intelligentes, plus que les garçons. Plus que les garçons, beaucoup plus que les garçons. Les gens ont remarqué également le sérieux lorsque il s'agit de gestion à tous les niveaux.
par les femmes et autres. Et donc, tous les parents, en réalité, ont compris aujourd'hui qu'il faut investir. Autant il faut investir dans les enfants de sexe masculin, autant il faut investir dans les enfants de sexe féminin aujourd'hui. Je crois que ce problème-là est réglé au niveau des parents aujourd'hui qui ont compris l'essentiel. Mais c'est au niveau de l'accompagnement de l'État par rapport à cela que je dis qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir. Oui, et beaucoup de choses sont faites. Par exemple, vous savez que dans le cursus scolaire, les femmes payent moins que les gars. Les filles payent moins que les garçons. Le chef de l'État prône la parité du genre. Même aux élections législatives dernières, les femmes ont payé moins que les hommes. Oui, non, mais ce n'est pas parce qu'on paye 50 000 francs en caution qu'un homme... Non, ce n'est pas ça qui détermine les partis politiques, par exemple, à placer plus de femmes. Parce que, vous savez, un parti politique, il lui est loisir de payer 50 000 francs de plus et positionner un homme par rapport à une femme. C'est pas la solution. En l'état actuel des choses au Togo, la diminution de la caution par rapport aux femmes, ce n'est pas la solution. Non plus que c'est une bonne chose de promouvoir la scolarisation de la jeune fille par la diminution, c'est ce qu'on appelle les différences positives, pour pouvoir atteindre le nombre ou bien le quota par lequel la discrimination qui a eu lieu, négative celle-là, par rapport à la femme puisse être un peu équilibrée et cela. Mais en réalité, moi, je dois aujourd'hui l'avancée des femmes, que je regrette d'ailleurs très peu en politique, parce que au Togo, vous savez, c'est de quelque chose que moi je me plains tout le temps. Nous sommes très peu de femmes intellectuelles, j'entends, à choisir, à opter pour le combat politique. Les femmes intellectuelles, vous les verrez souvent dans les associations au niveau de la société civile, mais à bord le militantisme politique. Or, je le regrette souvent, c'est en réalité en matière politique que se prennent les grands et les vraies décisions qui engagent le pays. Et l'absence des femmes intellectuelles à ce niveau-là, je le dis, contribue également à ce que le gouvernement qui, en fait, a la charge de la gestion, de la promotion de la femme et du genre a poussé. Si nous sommes plus nombreuses, nous les femmes, à militer politiquement et à ne pas laisser les hommes prendre toutes les décisions à notre place, je crois que ça irait beaucoup mieux pour la femme togolaise essentiellement. Donc, d'où il faut que les femmes elles-mêmes prennent leurs responsabilités. Tout à fait, parce que je le dis souvent, vous savez, les hommes, vous m'excuserez, c'est la réalité, les hommes ne feront pas notre combat à notre place. Ça, il faut être clair. Bon, les hommes, vous êtes bien là où vous êtes, dans les sphères de décision et tout cela, j'avoue qu'il faut vraiment pousser pour que vous cédez un peu de place. C'est peut-être l'habitude de l'homme qu'on a qualifié de chef de famille. Oui. C'est la tradition, c'est la coutume qui fait que c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui est le chef de famille, comme ça, etc. Oh, j'avoue que non. Il n'y a pas de raison, parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, dans le monde entier, vous verrez autant les femmes pilotes, les femmes ingénieurs, les femmes qui font tous les métiers réservés aux hommes à l'époque. Et donc, bon, moi je dis, il n'y a pas de raison que faisant les mêmes choses que les hommes. C'est vrai que Dieu nous a créés différents. Il a créé l'homme et la femme, mais a-t-on dit, il nous a créés à son image. Et chez Dieu, je crois que l'inégalité n'existe pas. Dieu ne nous a pas créés inégaux, il nous a créés différents, mais pas inégaux. Et donc, moi, j'estime que aujourd'hui, la femme doit pouvoir réclamer les mêmes droits et obtenir surtout. Réclamer, je crois qu'elles le font, les femmes le font, mais c'est l'obtenir qui est tout le problème. Voilà donc ce que nous pouvons dire à l'endroit de toutes les femmes à qui nous souhaitons donc une bonne fête en cette journée du 8 mars. Revenons maintenant à l'actualité sociopolitique. On va commencer, Maître Ameganvi, par l'actualité sociale. Vous avez vu cette semaine qui s'achève a été marquée par
des grèves. On a connu 3 jours de grève de mardi à jeudi et puis 2 jours de sit-in lundi et vendredi. Les travailleurs de la synergie, les travailleurs du Togo demandent un certain nombre de choses au gouvernement. D'abord, je voudrais quel regard vous portez sur tout ce qu'il y a comme mouvements sociaux ces temps-ci? Non, d'abord, je voudrais vous rappeler que ces mouvements sociaux ne datent pas de ces dernières semaines. Hein. C'est des crises, c'est une crise qui est latente, qui, comme un volcan s'endort, se réveille, etc., et explose de temps à autre, parce qu'ils vous souviennent que déjà, les années passées, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux du secteur médical, du secteur de l'éducation et autres, et tout ça. Entre-temps, cela s'est un peu tassé et ça a repris. Je dis que cela provient de l'attitude du gouvernement et à tous les niveaux de toujours faire des promesses, prendre des engagements, négocier, obtenir des choses et de ne jamais respecter ces engagements-là. Vous savez, en matière politique, nous sommes confrontés au même problème. Nous avons signé la PG et tout le reste pour les réformes et tout. Faire les réformes, c'est toute une histoire et autres. Avec les travailleurs, c'est pareil aussi. C'est toujours le non-respect des engagements pris qui fait que la crise latente se réveille à un moment précis où les travailleurs en ont marre, comme on le dit crûment, et se réveillent, se révoltent et tout cela. Et bon, la plupart du temps, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il va négocier, il prend des engagements et tout cela en attendant que la crise se tasse. Et puis ces engagements-là, une fois pris, une fois la crise tassée, et ces engagements sont mis dans le tiroir jusqu'à ce que la prochaine crise arrive. Et c'est cette manière-là de gérer le pays qui fait que ces crises-là n'en finissent pas. Et ne finiront pas de toute façon parce que, bon, vous savez, lorsque vous avez un problème que vous ne réglez pas définitivement, que vous laissez, la plupart du temps, s'agissant de plaies, on parle de gangrène. C'est-à-dire, ça finit par s'infecter et ça devient de la gangrène, la plupart du temps. Et c'est la même chose qui se passe, tant en matière politique qu'en matière sociale. Lorsque les problèmes se posent et que vous discutez, vous les réglez, vous prenez des engagements, vous faites des promesses et autres que vous ne respectez pas, bien évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ces problèmes-là vous rattraperont à un moment donné et c'est ce qui arrive. Est-ce que dans le contexte actuel, vous pensez qu'il y a mieux à faire que ce que fait déjà le gouvernement? Bien sûr. Je veux parler en termes de salaire, par exemple. Vous savez, en réalité, les revendications, pour ceux qui regardent bien, analysent bien les demandes des travailleurs qui sont en mouvement aujourd'hui, en réalité, ces travailleurs-là réclament 2 choses. Réclament d'abord les meilleures conditions de travail en ce qui concerne le corps médical et les enseignants, les meilleures conditions de travail et ensuite l'amélioration de leurs conditions de vie par rapport au salaire. Et vous savez, en tant qu'avocat, je suis bien placé pour savoir en ce qui concerne les médecins. Parce que, savez-vous, les médecins prêtent comme nous serment avant de commencer leur profession. Les médecins, voilà, les médecins prêtent le serment d'Hippocrate, de servir, d'accomplir leur mission, etc. Et tout ça. Et pour nous autres qui prêtons serment, vous ne pouvez pas savoir la frustration et à la limite la rage qui anime lorsque vous avez la conscience professionnelle de bien faire votre travail et que vous vous êtes confronté à des conditions impossibles qui vous empêchent de faire le travail conformément au serment que vous avez prêté, et à la limite, on vous oblige par la force des choses à faire à vous parjurer. Je crois que c'est cette situation-là qui se pose aux médecins qui ont sorti la dernière fois un papier qui ont fait le point, le rapport sur l'état des conditions dans lesquelles des centres de santé au Togo qui est catastrophique, des sanitaires par rapport au bloc opératoire où on a même vu un médecin se laver les mains avec ce que nous appelons couramment du pure water parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets et tout ça. C'est des conditions exécrables dans lesquelles vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a prêté serment
de sauver des vies, hein, de travailler et de voir mourir des gens sans pouvoir avoir la possibilité de sauver les vies pour lesquelles il a prêté serment. C'est ça le problème. Et une fois que vous avez la conscience professionnelle, que vous voulez faire le travail et qu'on ne vous met pas en condition de travailler, vous ne pouvez que vous révolter et faire en sorte que les conditions soient telles que vous puissiez faire véritablement votre travail. Il en est de même pour les enseignants aussi. Vous savez, nous avons fait les tournées. Nous sommes en train de boucler la 3e tournée nationale en ce qui concerne l'ANC. Aujourd'hui, cette tournée est une tournée de CAP 2015. Mais pour les 2 tournées, les 2 premières tournées que nous avions effectuées, j'ai vu beaucoup de choses en ce qui concerne l'éducation dans notre pays. Vous savez, dans certaines localités, pas loin de Lomé d'ailleurs, les élèves suivent les cours dans des hangars coiffés de paille. Et puis, dans les écoles, vous savez, ce qu'on appelle en hébreu à tiglavi. Hein, vous savez, ils ont en forme d'équerre où on met un tronc d'arbre dessus. C'est sur ça que les élèves s'asseyent pour suivre les cours. Un élève qui s'asseye sur un tronc d'arbre et qui a mal au dos, qui a mal à la colonne vertébrale, comment voulez-vous que cet élève-là puisse suivre les cours que lui enseigne le professeur? Le professeur qui est mis dans des conditions de travailler comme ça, par rapport sur une planche qui fait office de tableau, ou à la limite, il n'y a même pas le minimum de matériel, la craie et tout le reste, pour faire le travail et tout. Vous savez, cette personne-là qui a été formée pour éduquer, ne peut qu'être frustré et demander des conditions de travail. Vous savez, l'école publique, l'école de la République est créée dans tous les pays pour pouvoir éduquer surtout les enfants des familles pauvres. Parce que pour les familles riches, bon, ils ont la latitude de mettre les enfants dans les écoles privées et autres et de payer le prix fort. Mais l'école publique, c'est l'école gérée par l'État, mise à la disposition des familles les plus démunies pour permettre aux enfants. C'est pas parce que vous êtes issu d'une famille pauvre que vous n'êtes pas intelligent. À la limite, des fois d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'enfants intelligents dans les familles pauvres que dans les familles aisées. Et donc c'est mettre à la disposition de ces enfants-là qui ont des capacités énormes pour devenir ce que nous appelons la relève de demain, les conditions de vie normales pour pouvoir travailler, pour pouvoir acquérir le savoir et mettre ce savoir-là demain, lorsqu'ils seront en âge, à la disposition de l'État. Et donc, lorsque l'État démissionne par rapport à cela, il y a problème. Et donc, quand il y a problème pour l'élève qui s'assied sur un tronc d'arbre pour travailler, qui a mal au dos et qui ne suit pas bien, pour l'enseignant, et nous savons tous aujourd'hui que les conditions de vie au Togo, les prix ont flambé et tout le reste, des enseignants aujourd'hui qui ne sont même pas à mesure de subvenir au minimum de leurs besoins. Comment voulez-vous que ces personnes-là puissent travailler? Et pendant ce temps-là, vous savez, le chef de l'État qui lui-même reconnaît qu'il y a une minorité de personnes qui s'accaparent des richesses du pays pendant que la majorité vit dans la misère et autres, qui fait le constat, mais qui ne dit pas ou qui ne fait rien pour changer la donne et faire en sorte que la majorité des Togolais puissent profiter des richesses de ce pays. Est-ce que vous pensez qu'il ne fait rien? En tous les cas, je ne le vois pas et ce n'est pas moi qui le dis. C'est les travailleurs qui subissent le contre-coup de tout cela. Mais vous savez, aux yeux des travailleurs, aux yeux du gouvernement, pardon, les travailleurs se comportent comme s'ils étaient les seuls. Il y a 6 millions de Togolais, il n'y a pas que peut-être les 50 000 fonctionnaires dont il faut s'occuper. Non, c'est-à-dire que ces fonctionnaires-là sont à la disposition de l'État pour travailler pour le pays. Bon, bien évidemment, le problème, les agriculteurs aussi ont des problèmes. Les commerçants ont des problèmes. C'est des problèmes, si vous voulez, de chaque secteur d'activité. Pour l'heure, le problème dont nous parlons provient des travailleurs de la fonction publique, les 50 000 oui, justement, dont vous parlez. Les autorités disent, nous faisons beaucoup à leur égard. Par exemple, il y a des normes de la CEDEAO du LEMOA qui disent qu'il ne faut pas dépasser 35% du budget en salaire. Le gouvernement dit nous sommes à 36%. Oh là là, vous savez, je vais vous dire, tout à l'heure, peut-être on va y arriver, sur le budget. Je voulais, à ce niveau même,
par exemple, vous donnez, hein, quand vous me direz la proposition qu'il faut pour régler ce problème-là, peut-être je vous donnerai des chiffres dans le budget et vous ferez par vous-même que ces travailleurs-là qui travaillent dans la fonction publique sont conscients hein, vous pouvez déjà donner les chiffres que vous avez. De ce qui se passe. Donc, nous disons que il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour les travailleurs et nous sommes persuadés que si le gouvernement y met du sien, il y a possibilité de régler le problème qui se pose aujourd'hui aux travailleurs togolais. Vous savez, nous avions, c'est comme si nous avions appréhendé hein, que ce problème-là allait survenir. Lorsque nous votions le budget, exercice 2015, c'était en décembre, le 30 2014, nous avions été horrifiés par ce qui était contenu dans ce budget-là et principalement sur les deux secteurs qui posent problème aujourd'hui, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Et là, vous allez me permettre de vous donner des chiffres qui vont vous faire voir que il y a problème. Il y a problème parce que dans le budget, pour ce qui concerne la santé, hein, je donne juste un exemple. Pour ce qui concerne la santé, au niveau des transferts, en 2014, sur le budget 2014, il avait été alloué, s'agissant des transferts, 10 milliards 156 millions au secteur de la santé. Quand vous parlez de transfert, c'est les fonds mis à disposition du secteur de la santé. Voilà, c'est 10 milliards 156 millions en 2014. En 2015, pour le budget 2015, c'est 9 milliards 657 millions. Donc, vous avez vu que la dotation a diminué de 569 millions. Or, en cette année, il y a l'épidémie de la maladie, voilà, la maladie à virus Ebola et tout ça, et les conditions hein, de travail justement dont ont parlé les médecins la dernière fois. Est-ce que vous avez interpellé les autorités, les responsables? Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme argument? si je vous dis, il faut me laisser finir, vous allez voir. Ensuite, côté matériel, c'est 4 milliards 146 millions qui avaient été alloués au secteur de la santé en 2014. Pour le budget 2015, c'est 3 milliards 576 millions. Et donc là aussi, il y a une diminution de 569 millions également. Et en ce qui concerne les investissements, c'est 17 milliards 508 millions pour 2014 et 16 milliards 9 milliards pour 2015, soit une diminution de 1 milliard 411 millions. Au total, pour le secteur de la santé, le budget par rapport à 2014 a connu une diminution de 2 milliards 549 millions. 2 milliards 549 millions. Pour l'enseignement, le personnel, tenez-vous bien, parce que c'est de ça, je vous avais dit tout à l'heure que c'est deux choses que les travailleurs réclament, les meilleures conditions de vie et l'amélioration également de leur grille salariale, des salaires. Or, le personnel pour le salaire avantage, et ça c'est leur référence, hein, c'est à la page 99 du budget hein, de l'État. 2014, il a été alloué 16 milliards 220 millions. Cette année, c'est 3 milliards 212 millions, soit une diminution de près de 13 milliards 8 millions. Ah bon, c'est énorme. Pour le personnel. Et pour le matériel, c'est l'année dernière, 2014, 2 milliards 660 millions et 2015, 2 milliards 264 millions, soit une diminution de 396 millions. Pour le transfert également, c'est 6 milliards 466 millions pour 2014, 5 milliards 470 millions pour 2015, soit une diminution de 9 milliards 976 millions. Pour les investissements, 10 milliards 237 millions pour l'année dernière, 2014, 7 milliards 72 millions pour cette année, soit une diminution de près de 3 milliards 165 millions. Et pour le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, la diminution atteint 17 milliards 545 millions. Donc, vous voyez, pour le secteur de la santé, diminution de 2 milliards 549 millions.
Pour le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, diminution de 17 milliards 545 millions. Et pour l'enseignement supérieur, alors que le nombre des étudiants, parce que nous avions posé la question, le nombre des étudiants a encore augmenté cette année. Il avait été alloué pour ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne l'enseignement supérieur l'année dernière, 879 millions. Et cette année, 729 millions, soit une diminution de 149 millions. Pour les transferts, c'est 20 milliards 6 millions et 2015, 19 milliards 800 millions, soit une diminution de 775 millions. Pour les investissements, 1 milliard 8 pour l'année dernière et cette année, 300 millions, soit une diminution de 1 milliard 505 000. Maintenant, pour les bourses et aides, et ça, c'est à la page 121 pour ceux qui veulent le consulter, 121 du budget. Pour les bourses et aides aux étudiants, c'est 9 milliards l'année dernière et 7 milliards cette année, alors que je vous ai dit tout à l'heure que le nombre des étudiants a augmenté, soit une diminution de 2 milliards par rapport à cette année. Et donc, lorsque vous faites le total de l'enseignement supérieur, c'est une diminution de 4 milliards 429 millions qui a été constatée cette année. Et donc, le total pour ces trois ministères, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et le ministère de l'enseignement supérieur, pour ces trois ministères, il y a une réduction incompréhensible de 24 milliards 523 millions sur le budget 2015 par rapport au budget 2014. Oui, mais voilà. Ça paraît paradoxal parce qu'au même moment, entre 2014 et 2015, le budget a augmenté. Ah oui, c'est vous poser la question de savoir. C'est pour ça que je fais cet exercice-là, de vous donner les chiffres. Vous allez vous demander, mais comment, où sont passés les 24 milliards 723 millions, puisque justement le budget de l'État a augmenté. Vous savez, selon une étude, il faut à peu près 20 milliards pour satisfaire les réclamations des enseignants et du corps médical, aujourd'hui en mouvement social, 20 milliards. Or, je vous dis que ces trois secteurs-là qui sont concernés, leur budget a été diminué de 24 milliards. Mais, vous savez, ce qui est constant dans le budget aussi, moi je relève, pour les 20 milliards, je relève 2 points. D'abord, sur la dotation de la présidence de la République. Vous savez, en 2005, le budget de la présidence de la République avant l'arrivée au pouvoir de M. Faure Gnassingbé était de l'ordre de 5 milliards. Le budget de la présidence de la République. Or, vous vous rappelez qu'on était sous Feu Gnassingbé et Yadima et c'était le gouvernement des grandes faces, des grandes conférences et tout ça, et beaucoup de distribution de sous par-ci et par-là. C'était le Togo, bon, vu à l'étranger avec beaucoup de cérémonies, d'éclats qui coûtent beaucoup cher, mais le budget était en ce moment-là à 5 milliards. Aujourd'hui, le budget de la présidente de la République pour l'exercice 2015 est de 14 milliards, soit une augmentation de près de 200%. C'est ça. On est passé en 10 ans, de 2005 à 2015, de 15 milliards à 14 milliards. 5 milliards voilà, à 14 milliards aujourd'hui. Donc, à peu près une augmentation de près de 10 milliards, disons 9 milliards. D'accord? Alors que, bon, ce n'est plus les fast data, c'est vrai, et tout cela. Mais toujours est-il que le constat est qu'en 10 ans, le budget de la présidence de la République a augmenté de manière incompréhensible, exponentielle. Moi, je dis qu'il s'agit de faire des coupes. Ce n'est pas de faire des coupes sur le budget de l'enseignement, de la santé, des secteurs à problème dans notre pays pour pouvoir les mettre sur d'autres et permettre en sourdine de financer la campagne électorale du chef de l'État sortant qui a la cause. Parce que, vous savez, nous sommes en 2015 et moi je parle sur la base des chiffres. Au même moment que le budget de la santé, de l'éducation sont diminués drastiquement de 24 milliards, de la même manière, par exemple, lorsque vous prenez le fonds, le FNFI, par exemple, le budget alloué aux financements, microfinances et autres était de 2 milliards.
cette année, ce budget est porté à 12 milliards. Et ça aussi, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne sont pas d'accord pour les augmentations du budget à ce niveau-là, parce que ça fait 600 et quelques % d'augmentation. Ce qui n'est pas tolérable, ce qui n'est pas compatible avec l'orthodoxie budgétaire. On ne peut pas organiser, et vous devez vous poser la question de savoir pourquoi cette augmentation-là arrive en 2015, parce que c'est en 2015, nous sommes à une période électorale, et la plupart du temps, ces fonds-là sont utilisés à des fins d'achat de conscience, et tout ça qui ne disent pas leur nom. Et donc, la situation, voilà la situation posée par rapport au budget. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, 20 milliards, trouver 20 milliards pour régler des problèmes, je vous ai dit. Si le budget de la présidence de la République, on y fait une coupe normale, pas qu'on veuille empêcher le chef de l'État de vivre, hein, de faire son travail, non. Mais j'ai expliqué tout à l'heure que au temps de Gnassingbé Eyadema, avec toutes les fastes qu'il y avait dans ce pays et tout ça, le budget était de 5 milliards. Aujourd'hui, en 10 ans, que ce budget-là augmente pour aller à 14 milliards, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour régler, voilà, pour régler le problème. Il y a des choses à faire sur, par exemple, l'OTR. L'OTR qui coûte 17 milliards et quelques. Il y a des coupes à faire là-bas. Il y a des coupes à faire à plusieurs niveaux si l'on veut vraiment faire en sorte que, pour nous, hein, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation sont des secteurs productifs à court, moyen et long terme. Parce que, vous savez, c'est l'éducation qui forme, c'est l'éducation qui fait en sorte que demain, les gens puissent mettre leur savoir et tout à la disposition de l'État. La santé également, parce que vous ne pouvez pas compter sur des gens qui sont malades et qui n'arrivent pas à se soigner pour pouvoir développer un pays. Ce n'est pas possible. C'est des secteurs très sensibles qui méritent qu'on s'attarde dessus. Et même s'il doit y avoir des coupes dans un budget, des diminutions dans un budget, moi j'estime que ces coupes-là ne doivent pas se faire sur ces ministères-là clés et qui, selon le gouvernement lui-même, constituent par rapport à la SCAD déterminée par le gouvernement, qui concernent des secteurs de développement sur lesquels on a dit qu'on devait faire des efforts notoires. Ce n'est pas en diminuant les budgets de la sorte qu'on fait des efforts sur ces secteurs-là qui constituent véritablement un problème. Oui, voilà ce qui explique un peu, hein, le mouvement des travailleurs et autres. Justement, avant que ces coupes ne soient opérées, les commissaires du gouvernement qui étaient passés à l'Assemblée ont dû vous donner des raisons. Oui, mais des raisons qui ne... Vous savez, en tant que président du groupe parlementaire, j'ai fait l'intention de vote ce jour-là. Et je crois que les cassettes doivent être là, hein, souvent à la télévision togolaise, et je ne sais pas si LCF était là ce jour-là. Le vote du budget, nous y étions. Le vote du budget, vous avez dû voir que l'intention de vote, nous n'avons pas voté le budget justement pour ces raisons-là. Et l'intention de vote que nous avions faite à l'époque portait justement sur cela. Nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas été convaincus par les réponses. Par exemple, pour le secteur de l'éducation, on nous a donné comme raison le fait que la dotation faite l'année dernière n'a pas été totalement consommée. Et donc, on justifie la non-consommation du budget, du crédit alloué l'année dernière pour opérer encore des coupes sur le budget de cette année, alors que je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'aide et tout ça, les étudiants, le nombre des étudiants a augmenté et autres. Donc, c'est des raisons qui ne nous ont pas convaincus et c'est pour cela que nous avions refusé de voter le budget parce que nous nous sommes dit, mais nous ne pouvons pas voter un budget. Nous sommes des députés à l'Assemblée nationale et nous devons veiller au bien-être de la population, à sauvegarder les intérêts de la population. Et lorsque vous voyez dans un budget qui est la traduction du programme politique d'un gouvernement, qu'il y a des choses comme ça sur des secteurs sociaux, qu'on opère des coupes de ces montants-là, vous ne pouvez pas être d'accord. Et c'est pour ça, c'est ce qui justifie d'ailleurs pourquoi nous avions refusé de voter le budget à cette période. D'ailleurs, vous vous rappelez que nous avions voté contre.
ce budget et dans l'intention de vote que nous avions fait, nous avions eu à dénoncer. Dans les travaux en commission, nous avons posé des questions. On nous a expliqué, nous avons reposé des questions justifiantes disant que nous ne sommes pas convaincus de ce qui nous est dit parce que ces secteurs-là constituent, c'est comme si nous avions une prémonition par rapport à décembre, nous sommes en février, les mouvements ont commencé. Ça veut dire que les problèmes existent bel et bien et le gouvernement ne peut pas ne pas le savoir avant d'opérer ces coupes-là, alors qu'au jour d'aujourd'hui, les investissements au niveau de la santé, vous avez vu, diminuer, alors qu'on n'a pas, dans les blocs d'opération, on n'a même pas d'eau, on n'a pas le minimum qu'il faut, il n'y a pas de réactifs dans les laboratoires et autres, et tout ça, donc vous pensez que vous, à votre niveau, la solution définitive, c'est que les coupes soient opérées pour les ramener sur ces départements-là? Tout à fait. Tout à fait. Et je vous ai parlé de 20 milliards. 20 milliards dans un budget, le budget de l'État, ce n'est pas beaucoup. Si on se serre la ceinture sur certains... Je vous ai donné l'exemple de la présidente de la République qui... 14 milliards, augmentation de près de 200% en 10 ans. À mon sens, c'est trop. Quand on regarde les revendications syndicales, le gouvernement estime qu'on est sorti de l'ordre de revendications syndicales aujourd'hui, qu'on est passé à autre chose. Vous avez cette impression aussi? Non, vous savez, quand des gens, des travailleurs demandent, je vous ai dit tout à l'heure, parce que finalement, le gouvernement et nous n'avons pas la même compréhension du service public. C'est peut-être cela qui justifie. Je ne peux pas être d'accord avec cela, parce que je vous ai dit tout à l'heure ce que ceux qui font grève demandent. Ils demandent l'amélioration, preuve à l'appui, puisque les médecins ont démontré par A plus B les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et ces conditions, tout le monde le reconnaît, ne sont pas possibles en 2015, troisième millénaire, qu'on puisse, dans des salles d'opération, ne pas même avoir l'eau pour permettre aux médecins de se laver les mains, de se désinfecter avant de faire une intervention chirurgicale. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration des conditions de vie du travailleur, qui doit pouvoir faire vivre sa famille, qui doit pouvoir vivre lui-même. Et donc, à partir de ce moment-là, si les réclamations portent sur ces deux points-là, je ne sais pas en quoi est-ce qu'on peut dire que ces réclamations sont sorties des réclamations syndicales. Parce que, les syndicats, les syndiqués, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent toujours l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de leurs conditions de vie par rapport au salaire. Au même moment qu'on demande, quand il y a des discussions qui sont ouvertes, les tests des syndicats demandent qu'on sursoit au mouvement de grève. Ce n'est pas ce que la synergie fait aujourd'hui. Oui, mais je crois que les tests qui réglementent là sont là. Et que je sache, lorsque le préavis est donné et autres, je ne suis pas du secteur syndicaliste. Pour le peu que je sais du syndicalisme, une fois que le préavis est donné et autres, et tout ça, moi, il n'y a pas de raison que lorsque les délais prévus par la loi sont respectés et autres, moi je ne sais pas. Si les réclamations que ces travailleurs sont en train de faire sont justifiées et sont relatives, véritablement, et je crois que c'est relatif, puisque lorsque, je crois, le Premier ministre a fait le déplacement et tout ça, a fait certaines déclarations qui ont déplu au corps médical et autres, le corps médical a sorti un rapport photo en couleur à la pluie pour démontrer à tout le monde ce qu'ils disent. Et c'est peut-être par rapport à ça que nous tous, Togolais, nous avons été vraiment confrontés justement aux conditions dans lesquelles ces médecins-là travaillent, qui sont des conditions inacceptables pour tout le monde. Tout le monde le reconnaît que ce n'est pas possible, parce que c'est des personnes humaines qui vont là-bas se faire soigner et tout ça, et on ne peut pas, à tout le moins en 2015, les soigner dans ces conditions-là. Donc moi je dis que tout ça là est lié à l'amélioration du service public. Le service public qui bien organisé, permet le développement et aussi contribue
au développement d'un pays. Et donc, bon, moi, quand on dit que ça sort des revendications syndicales, moi, je ne sais pas de quelles revendications il s'agit. Hein. Bon, peut-être va-t-on nous dire, puisque, bon, j'entends aujourd'hui un peu en disant que, bon, les syndicalistes sont manipulés, etc. Et tout ça parce que, vous savez, on voit toujours les partis politiques derrière tout ce qui se passe dans ce pays, comme si lorsque vous n'êtes pas militant politique, vous ne pouvez pas avoir de jugeote pour savoir vous-même si vous êtes dans la souffrance et si vous devez vous battre pour avoir de meilleures conditions, et que ça soit toujours vers les partis politiques qu'on logne, qu'on veuille trouver des velléités de manipulation, etc. Mais bon, la réalité est là, hein, ce n'est pas les partis politiques qui sont les médecins, hein, c'est les médecins, ils sont confrontés à leurs conditions de vie tous les jours. Maître Meganvi, pour cette introduction sur les questions sociales. On va aborder maintenant les questions politiques. Vous l'avez dit tantôt, vous avez effectué 2 grandes tournées au titre de l'ANC et puis maintenant une 3e au titre du CAP 2015. Vous êtes allé à la rencontre des populations. On peut considérer cela comme de la pré-campagne. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, en fait, moi, je n'appellerai pas cela une pré-campagne. Hein. Il s'agit d'une activité normale, d'un parti politique normal. Dans une période qui est quand même très proche de l'élection. Parce que les deux premières tournées, nous les avons commencées bien avant. Hein. Vous savez, l'ANC, par exemple, a été créée en 2010. Et dès que l'ANC a été créée, je crois que nous n'avons même pas attendu une année. Hein. Dans les 6 mois et tout ça, nous avons opéré la première tournée nationale. La deuxième tournée est intervenue par après et entre-temps, le CAP 2015 a été créé et aujourd'hui, c'est la tournée. Et donc, je dis, cette tournée-là qui nous permettent d'avoir des contacts directs avec nos militants, avec les populations, de leur expliquer nos programmes parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, par exemple, de m'écouter à cette émission-là sur SCF parce que tout le monde n'a pas la télévision, tout le monde n'a pas accès aux médias. Bon, les radios, c'est vrai, il y en a pas mal à Lomé sur lesquelles il y a des émissions politiques, des débats politiques qui s'animent et tout ça. Mais moi, ma vieille tante, dans mon profond Kwélé, là-bas, bon, on n'a pas accès à tout cela. Et donc, vers ces personnes-là, nous devons aller leur expliquer le problème. Et donc, je dis que c'est dans l'activité normale d'un parti politique. Et nous avons toujours fait cela. Vous savez, à Lomé, avant, c'était tous les samedis. Nous étions en contact avec nos populations. Donc, ce n'est pas l'élection qui nous a montré le chemin des tournées et tout cela. Ce chemin-là, nous le connaissions depuis. Nous l'avons toujours pratiqué avec les populations. Donc, nous y allons, c'est pour expliquer ce qui se passe. Et surtout, actuellement, vous savez, nous avons de gros dossiers sur la table, les réformes, expliquer ce qui s'est passé depuis que cette affaire des réformes-là a ressurgé de manière évidente sur la table, ce qui s'est passé, leur expliquer, etc., les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et bien évidemment, comme nous arrivons bientôt nous sommes déjà dans le processus électoral et autres, leur expliquer aussi quels sont nos points de vue, nos positions par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'actualité aujourd'hui. Est-ce que ces tournois vous ont permis aussi d'expliquer aux populations pourquoi, par exemple, l'ANC va aux élections? Tout à fait. Tout à fait, nous expliquons, puisque, bon, vous savez, quand on explique toutes les informations dont je vous ai parlé, moi, par exemple, j'étais en tournée dans ma circonscription électorale où j'ai expliqué le budget, justement, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les incohérences dans le budget, l'impact de ces incohérences-là sur la politique nationale à tous les niveaux et tout ça. Bon, moi, je n'ai pas attendu qu'on ait fixé la date de l'élection présidentielle avant de le faire. Je l'ai toujours fait. J'ai expliqué parce que depuis fin décembre, nous sommes censés être en vacances parlementaires. Mais vous savez, bon, en fait de vacances, on utilise juste le nom. C'est dans cette période-là qu'on travaille beaucoup plus.
Et c'est cette période-là qui nous permet d'être en contact avec nos électeurs et tout cela. Et donc, je veux dire, on ne parle que de la tournée de CAP, de la tournée nationale. Oui, mais sinon, maintenant, cette tournée du CAP 2015, c'est autour de cette tournée-là, puisque votre parti est membre du CAP 2015. D'ailleurs, c'est votre candidat, hein, le président de votre parti qui est candidat du CAP 2015. Est-ce que vous expliquez aux populations le pourquoi l'ANC tient, ou le CAP 2015 tient à présenter un candidat? Tout à fait, oui, tout à fait. Parce que, vous savez, c'est les populations elles-mêmes qui ont émis le souhait, hein, plusieurs fois depuis des années, de voir l'opposition d'abord unie, hein, pour dégager un candidat unique à leur proposer, etc., faire l'action unitaire, etc., et tout ça. Et donc, nous avions fait le conclave. Hein, il fallait expliquer aussi, hein, le conclave, tout ce qui s'est passé, CAP 2015, bon, expliquer aussi finalement CAP 2015 parce que c'est la première tournée de CAP 2015 depuis que il a été créé, et donc nous l'expliquons aussi. Nous expliquons aussi pourquoi nous avons choisi d'aller à ces élections, pourquoi le candidat de CAP 2015 a déposé sa candidature. Pourquoi vous y allez? Vous savez, pour l'heure, nous n'avons pas opté pour le boycott. Non, pour la rébellion. Vous savez, en matière politique, soit vous vous rebellez, vous prenez les armes, ou soit vous vous positionnez dans l'accession au pouvoir de manière pacifique et démocratique. Jusqu'à présent, les partis politiques qui composent CAP 2015 ont opté pour l'accession au pouvoir de la manière la plus démocratique, conformément à la constitution de notre pays, à la charte des partis politiques et à tous les tests qui contribuent à régler la vie politique dans notre pays. Donc, à partir de ce moment-là, il est clair que lorsque vous avez opté pour cela, la seule issue, c'est les élections. D'accord? Voilà pourquoi nous avions participé aux élections législatives en 2013, il y a à peine 2 ans de cela. OK? Et donc, aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle. Et donc, lorsque vous avez opté pour cette voie-là, vous devez, en tant que parti politique, de le faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois que dans le monde entier, tout le monde est unanime aujourd'hui à dire que le boycott d'une élection n'a jamais arrangé quoi que ce soit. D'accord? Troisième raison, nous avions déjà, dans notre lutte depuis 1990 pour la liberté dans ce pays, nous avions déjà utilisé le boycott. Nous avions déjà usé de la voie du boycott dans des élections. Ce que ça nous a donné, nous le comprenons. Je donne un exemple, c'est le boycott qui a fait que nous avons laissé le RPT seul se retrouver à l'Assemblée nationale pour changer la Constitution, et la Constitution qui nous pose problème jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque les réformes doivent porter sur ce que le RPT seul à l'Assemblée nationale a introduit dans une Constitution votée en 1992 à plus de 97% des Togolais. D'accord? C'est le boycott qui nous a donné cela. Et je l'ai dit, tout le monde est unanime à dire aujourd'hui que le boycott n'arrange rien du tout. Ça, c'est la troisième. La quatrième, c'est que ceux qui disent qu'il faut boycotter ne proposent pas une solution de rechange qui nous permettrait de faire en sorte que si nous boycottons, parce que moi la question que je pose, je suis d'accord. Je suis d'accord que, parce que le boycott aussi c'est un choix politique, hein, ça aussi ça existe dans la démocratie. Alors, lorsque vous dites de boycotter les élections, si nous boycottons les élections, ça va empêcher ce pouvoir de les organiser? Ça va empêcher ce pouvoir de faire ce qu'il a envie de faire? Je crois que non. Mais je crois que si nous y restons et que nous influons sur les événements pour avoir les conditions idoines de transparence des élections, ça nous arrangerait beaucoup plus. Ensuite, on nous a opposé les réformes, la réalisation des réformes par rapport à ces élections-là. Moi, je crois qu'il faut que nous soyons clairs. Et vous avez vu qu'il y a aujourd'hui toute une polémique sur les radios autour de cela. Mais je dirais que ce n'est pas seulement des polémiques politiques, ça va à des injures, à des insultes, à de la diffamation même, je dirais. Mais dirigé essentiellement contre la Haïti.
Mais jusque-là, vous avez dû remarquer que nous avons gardé notre calme parce que nous avons choisi de ne pas nous foutre dans le caniveau ni dans la boue. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi vous disiez hier pas d'élection sans réforme et qu'aujourd'hui vous y allez. Monsieur Niaoui, je vous mets au défi de me prouver, qui, au niveau de CAP 2015 en général et de l'ANC a dit que s'il n'y a pas d'élection, on n'ira pas aux élections. S'il n'y a pas de réforme, on n'ira pas aux élections. Je vais vous faire suivre un reportage. Mais nous avons dit que nous souhaiterons, nous allons nous battre pour que les réformes se fassent avant qu'on aille aux élections. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'au aujourd'hui. J'ai envie de vous faire suivre juste un extrait d'une interview que Jean-Pierre Fabre, qui est candidat du CAP 2015, lors de la manifestation du 21 novembre 2014, avait accordé à notre reporter Roger Aménian que nous avions envoyé sur le terrain. Regardez. Sans réforme, pas d'élection, est-ce que vous êtes sûr? On va voir. On va voir. C'est notre volonté. Parce que, est-ce que les élections ont un sens si on ne fait pas les réformes pour que tout le monde se retrouve sur le même pied, pour que les pouvoirs ne soient pas confisqués par un clan, une famille, ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans notre pays. Isabelle Amégavi, on a vu très clairement, sur une pancarte, il était écrit CAP 2015, pas d'élection sans réforme. Vous me direz peut-être que ça, ce sont les militants qui l'ont fait. Mais non, Jean-Pierre Fabre, lorsque notre reporter lui a posé la question, pas d'élection sans réforme, est-ce que vous en êtes sûr? Sa réponse est, est-ce que les élections prochaines ont un sens sans les réformes? C'est mon point de vue également. C'est mon point de vue également. Parce qu'en réalité, ces réformes-là, nous avons prévu les faire depuis 2006, lorsque nous avions signé l'APG. D'accord? De 2006 à 2015, soit près de 9 ans, ces réformes-là n'ont pas été opérées. Vous savez la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là également en 2013. Ça ne nous a pas empêché d'aller aux élections en 2013, les élections législatives, parce qu'ils vous souviennent, je me rappelle à l'époque, nous avions au niveau de l'opposition décidé de ne pas participer aux élections tant que les réformes, on avait commencé ce problème des réformes depuis là, je veux le rappeler à ceux qui feignent de l'oublier, et nous avions convenu ensemble, à ce moment-là, il y avait deux grands pôles dans l'opposition, le CST et Arc-en-Ciel. Et donc nous avions convenu à tous les deux pôles-là de ne pas déposer, de ne pas participer à ces législatives-là si les réformes n'étaient pas encore faites. Mais je me rappelle très bien à l'époque que c'était Arc-en-Ciel qui avait décidé à un moment donné d'y participer. Et à ce moment-là, nous avions été appelés par le groupe des 5 avec Monseigneur Bariga qui nous avait promis de veiller à ce que, parce qu'on était en retard, on était à plus d'une année supplémentaire de la législature passée, et donc de faire les législatives pour que nous y arrivions une fois que les législatives étaient organisées. Voilà ce qui avait été dit. Et lorsque cela ne se faisait pas après les législatives, vous avez vu, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui a écrit au président, et échange de courrier, rencontre, Togo Télécom 2, avec tout ce qui s'est passé pour relancer le problème des réformes. C'est parce que au moment où nous faisions cette marche-là, il y avait eu le rejet de janvier, de juin 2014, et donc nous avions décidé au niveau de l'opposition de déposer une proposition de loi. Une proposition de loi que nous défendons parce que nous avons dit, il y a eu un sondage qui a révélé que 85% des Togolais voulaient les réformes. D'accord? Et les réformes, je crois que nous responsables, notamment de CAP 2015, nous les voulons, peut-être beaucoup plus même que les 85% des Togolais. Non, je ne fuis pas votre question. Jean-Pierre Fabre répond à notre reporter, est-ce que les élections prochaines ont un sens sans les réformes? La réponse est non. J'y viens en disant que au moment où nous bataillons pour les réformes, nous avions dit que ces réformes-là étaient essentielles 9 ans après, mais ce n'est pas possible de pouvoir rejeter les réformes.
Et c'est vrai que ces réformes-là devaient avoir un sens. Parce que vous savez la manière dont le chef de l'État est venu au pouvoir en 2005, 2010 et 2015. Deuxième mandat, fin du deuxième mandat, ces réformes-là doivent pouvoir se faire. Parce que le problème dans ces réformes-là, c'est quoi essentiellement? C'est la limitation du mandat et le mode de scrutin à 2 tours. D'accord? Mais lorsque vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous devez vous battre, vous battez pour arracher quelque chose, et que cette personne-là ne veut pas. Parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est UNIR qui n'a pas voulu les réformes. Nous l'avons démontré par A plus B. Quand bien même, aux grandes dames de nous autres, de l'ANC, des collègues de l'opposition viennent dire que si les réformes ne sont pas faites, c'est la faute de l'ANC. Alors que... On n'a pas compris votre attitude à vous aussi à l'époque à la commission. Comment vous n'avez pas compris notre attitude? Ce n'est pas... Le test devait être introduit, c'est vos députés qui étaient absents qui ont fait que le test n'a pas été introduit à temps. Ensuite, quand c'est arrivé, c'est vous qui avez posé le problème que le test ne peut pas être discuté à la commission des lois, qu'il faut passer directement à la plénière. Tout cela, les gens n'avaient pas compris. Monsieur Niaoui, qu'est-ce que les gens... Vous savez, les gens disent beaucoup de choses des Togolais. Qu'est-ce que les gens n'avaient pas compris? D'abord, nos députés étaient... Vous savez, c'est à la première réunion du conclave qu'on avait fait entre Arc-en-Ciel et le CSC que nous avions décidé de déposer sous forme de proposition de loi, de revenir sur les réformes après le rejet du 30 juin. D'abord, le rejet du 30 juin, ça, on ne va pas dire que c'est notre faute aussi, parce que le nombre de députés qui ont rejeté ce projet-là, tout le monde le sait. Maintenant, pour la proposition, entre-temps, vous avez vu que Adi et le cas ont quitté le conclave. Et se sont lancés sur ce problème des réformes-là, en disant que nous ne voulons pas, c'est nous qui ne voulons pas les réformes et tout cela. Mais nous avons dit, mais c'est nous-mêmes qui avions posé le problème des réformes à la première réunion du conclave. Qu'à cela ne tienne, la proposition de loi, mais nous avons décidé de le faire. Et nous sommes dans les réformes. Et vous avez suivi? Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est le cas Réadi qui ont fait la proposition. Ce n'est pas comme monsieur Niaoui, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est moi qui vous le dis, que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est une proposition commune qui a été déposée. Et n'en déplaise au cas et autres, vous nous appellerez tous les trois, je vous dirai comment ça s'est fait. Toujours est-il que, vous savez, le cas est à dire, voudrait bien déposer qu'il ne pourrait pas. Ils n'ont pas le nom pour déposer. Oui. D'accord? Ils n'ont pas le nom pour déposer. Si nous n'avions pas, mais nous sommes plus nombreux. Ça, c'est sûr. Donc vous étiez obligé de suivre. Comment nous sommes obligés? Oui, pour ne pas paraître être ceux-là qui bloquaient, vous étiez obligés. Non, qu'est-ce qui nous obligeait, sauf notre volonté que nous avions prise en main de vouloir réclamer les réformes? Il fallait montrer au peuple que non, ce n'est pas nous qui refusions les réformes. Mais est-ce que nous avions... Avec le nom Monsieur Niaoui, est-ce que nous avions attendu le cas et a dit avant? Vous savez, je serai obligé de dire des choses que je n'ai pas l'habitude de dire souvent. Quand je fais mes émissions. Vous savez, quand M. Fabre devait aller rencontrer le chef de l'État, la première fois, sur ce problème de réforme, il est allé faire la proposition à Arc-en-Ciel pour que Arc-en-Ciel vienne les accompagner. Ils ont décliné l'offre. Ça, par exemple, nous ne le disons pas. Mais ils sont libres d'aller ou de ne pas aller. Oui, comme nous sommes libres, comme nous sommes libres aussi de refuser. Mais est-ce que nous avons refusé? Nous étions dans une dynamique unitaire et c'est à cette réunion-là que nous avions posé pour la première fois, fait la proposition de déposer une proposition de loi ensemble. Entre-temps, ils ont quitté le conclave. Parce qu'ils voyaient que le conclave prenait une autre allure. Hein. Quelle autre allure? On cherchait coûte que coûte à désigner un candidat. Quelle autre allure? C'est comme à l'ANC, vous êtes obnubilé par la question de participation à l'élection présidentielle. Monsieur Niaoui, oui. Vous savez, le conclave avait principalement 3 points à l'ordre du jour. Parce que vous voulez que je vous dise des choses, je vais vous le dire. Avec 3 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est qu'on fasse l'état des lieux de l'opposition. Les problèmes qui minent l'opposition et tout ça, c'est le premier point. Ça, on l'avait fait. Le deuxième point, c'était de régler le problème de la candidature. Le problème de la candidature unique de l'opposition. Et une fois réglé, on devait faire la dynamique mobilisatrice pour réclamer d'une seule voix les réformes. À la première réunion, on avait décidé, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire pour ce qui concerne les réformes? On a décidé de déposer une proposition de loi ensemble. Et c'est le point préalable qu'on a fait. On est tombé sur le premier point, l'état de l'opposition, ça a été fait. On est tombé sur le problème de la candidature. Si nous étions omnibulés par un problème de candidature, mais vous devez vous rappeler,
vous devez vous rappeler que avant que M. Jean-Pierre Fall ne soit désigné par l'ANC comme candidat, c'était à son congrès en octobre 2014. Maître Apévon a été désigné comme candidat de Arc-en-Ciel quand? En juillet ou au plus tard en août, bien avant M. Fabre. D'accord? Alors, si nous étions omnibulés par le problème de candidature, et si nous n'avons pas parlé de problème de candidature dans les points à l'ordre du jour du conclave, Maître Apévon aurait été désigné. Et vous vous rappelez qu'au niveau de Arc-en-Ciel, la désignation de Maître Apévon avait posé des problèmes, a fait couler beaucoup d'encre sous les ponts. Non. Qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Ce problème de candidature figurait bel et bien dans le point à discuter. Alors, ça veut dire, si vous donnez... Et c'est cela, et moi je me rappelle bien même que M. Fabre avait discuté avec Maître Apévon entre-temps, en lui disant que ce problème de candidature, c'est vrai qu'il faudrait qu'on voit, qu'on discute et qu'on le règle, parce que les gens estimaient que c'est ce problème-là qui mine, qui empêche que l'action unitaire se fasse et tout ça. Une fois que tout le monde est d'accord qu'il faut un candidat unique pour l'opposition, il fallait régler le problème pour que tout le monde sache quel rôle jouer et tout ça. Et puis qu'on aille vers la mobilisation. Tout le monde s'était entendu sur ça. D'accord? Et donc, à ce conclave-là, si ce point-là devait être à l'ordre du jour, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et que Arc-en-Ciel a désigné son candidat, et que le candidat de l'ANC n'a désigné M. Jean-Pierre Fall qu'en octobre, à la suite de son congrès, à mettre à la disposition du conclave, où se pose le problème de dire aujourd'hui que c'est l'ANC qui est omnibulé par un problème de candidature. Je vais vous dire encore mieux. Sur le choix du candidat unique au niveau du conclave, mais c'est M. Gougué qui, notamment, a dit, qui a proposé les critères que devait remplir le candidat désigné. Posez-lui la question. Moi, le document en question, je l'ai jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les critères de désignation du candidat au niveau du conclave, c'est Adi qui a proposé les critères, je crois, peut-être aidé par le PSR, et le document existe en bel et bien. Et donc, qu'on ne vienne pas dire, c'est peut-être parce que finalement, il s'est avéré qu'au niveau du conclave, on n'allait pas désigner certains, qu'ils ont décidé de sortir du conclave. La preuve, bon, aujourd'hui, M. Gougué a déposé sa candidature, il est candidat, c'est son droit. Mais qu'on ne justifie pas le fait d'être sorti du conclave par le problème de la candidature qui figurait d'accord parti bel et bien dans les points prévus. Alors, revenons à la question. Si il y a quelques semaines seulement en arrière, l'ANC pouvait être tellement convaincu que les élections n'avaient aucun sens si les réformes n'étaient pas faites. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que vous alliez à ces élections-là? Ce qui a changé, c'est que après l'intervention des prélats, j'allais dire, du corps pastoral, enfin, j'entends les pasteurs, les évêques et tout ça, on fait une sortie pour dire que les réformes étaient très importantes. À ce moment-là, nous n'avions pas cédé, nous n'avions pas encore déposé la proposition de loi. Le groupe des 5 a sorti un document appuyant les évêques sur la nécessité des réformes avant l'élection présidentielle. La société civile a fait beaucoup de sorties pour marquer le coup et dire que les réformes étaient importantes et que nécessairement il fallait les faire. Ce qui correspondait à notre point de vue, nous estimons aussi qu'il était essentiel de faire les réformes avant la présidentielle. Et donc, c'est à l'appui de cela qu'après les tergiversations et autres et tout ça là, nous avons fini par déposer. Et lorsque vous voyez dans l'exposé des motifs qui sous-tendaient notre proposition de loi, vous verrez que nous avons rappelé tout cela et qu'il était urgent qu'on puisse faire les réformes avant, et nous avons déposé la proposition de loi. Sur ce qui est arrivé au niveau de l'Assemblée, dont vous avez parlé tout à l'heure, que c'est nous n'étions pas absents. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous n'étions pas absents. Voilà comment les choses se sont passées, et donc nous avons signé. Nous n'avons jamais, à aucun niveau, s'agissant des réformes, nous n'avons jamais été absents pour quoi que ce soit. Et donc, ça a été fait, le travail a été fait ensemble, la proposition a été déposée ensemble, toutes les corrections, on l'a fait ensemble, on l'a déposé ensemble. Donc, à aucun niveau, nous n'avons été absents. Ensuite, pour ce qui concerne ce qui s'est passé dans la salle, mais c'est que
nous avions, vous savez, nous sommes en matière politique au Togo et nous avons également nos yeux et nos oreilles. Et je dis que vous m'obligez à cette émission-là à dire des choses que j'ai tues jusqu'à présent, qui peut-être me sont restées au travers de la gorge. C'est peut-être pour ça que je ne le dis pas, parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons opté pour refuser de nous vautrer dans la boue et le caniveau. Mais lorsque nous nous apprêtions à déposer la proposition de loi, nous avons appris que des députés parmi nous, dépositaires de cette proposition de loi, avaient pris attache avec un intermédiaire pour aller dire au pouvoir qu'ils vont déposer une proposition de loi et que le pouvoir dit que cette personne a dit au pouvoir d'introduire un amendement dans le test et qu'une fois que ce test-là est déposé, eux, ils allaient accepter cet amendement. C'était des rumeurs, rien ne les avait confirmées. Vous parlez du CAR, c'était des rumeurs qui avaient couru dans la presse. Ce n'est pas des rumeurs. Vous avez des preuves Monsieur Naoui, je vous dis, Monsieur Naoui, je vous dis que ce n'est pas des rumeurs. Et tout le monde, ceux qui sont concernés savent que ce n'est pas des rumeurs. Nous avions appris cela bien avant. Nous l'avions appris, mais cela ne nous a pas... Si nous avions appris ça, nous aurions pu dire, nous ne déposons pas. Le peuple togolais a témoin pour qu'il vienne voir ce qui se passe et que le peuple togolais puisse toucher du doigt lui-même celui d'entre nous unis ou l'opposition qui ne veut pas les réformes. Le test ne prévoyait pas que cela passe en commission, révision constitutionnelle, que cela passe en commission. D'accord? Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le test est muet sur cela. Mais vous connaissiez ce test et vous avez laissé le projet, lui, passer en commission? Non. Nous avions vu, parce que, vous savez, un projet de loi émane du gouvernement. D'accord? Et lorsque le gouvernement dépose ce projet-là, c'est son bébé. C'est au gouvernement de protéger son bébé. C'est la première fois dans la législature actuelle togolaise que nous sommes en train de déposer une proposition de loi. Et vous savez, nous ne pouvons pas déposer une proposition de loi sans veiller à ce que le bébé soit en bonne santé. Et bien évidemment, dans le travail que nous avons fait en commun avant de déposer cette proposition de loi, nous avons fait en sorte de voir les contours du règlement intérieur qui empêcherait que le dépôt de ce texte-là soit déclaré irrecevable. Et donc nous avions, parce que vous savez, dans le groupe qui a déposé le texte, il y a quand même 3 avocats. Il y a M. George Lawson, Ruben Dobrousse, M. Apevon et moi. On est 4 avocats. On a bien regardé. D'accord? Et nous avions encore regardé et nous avions trouvé qu'il y a dans le règlement intérieur ce test-là qui nous permettait de sauter l'étape de la commission et d'aller directement en plénière. C'est ce que nous avons revendiqué. Et quel est notre tort lorsque nous revendiquons que le test est muet et que le test passe en plénière? De quoi? Nous, on n'avait peur de rien. Nous, on ne craignait rien, on ne voulait rien cacher aux Togolais. Que les Togolais, comme les séances plénières, vous aurez pu venir avec votre caméra. Si les 6 millions de Togolais ne pouvaient pas venir dans la salle, vous leur aurez montré ce qui s'est passé dans la salle. Et vous aurez vu la preuve quand nous avons fait la discussion et que nous sommes sortis, bien que il est établi que c'est les députés de UNIR qui ont mis fin de manière intempestive en violation du règlement au test. Des collègues sont sortis pour dire que c'est nous qui n'avons pas voulu les réformes, c'est nous qui avons fait en sorte que les réformes ne se fassent pas, alors que dans la salle, ce jour-là, moi je me rappelle très bien qu'un de nôtres hurlait et avait même prédit aux députés de l'Union qu'il allait les dénoncer sur leur comportement par rapport au rejet, au refus de faire les réformes devant le peuple togolais. Mais cette même personne, après quelques semaines après, a dit que c'était l'ANC. Vous savez, donc c'est cela que nous avons voulu. J'ai toujours l'impression que la question, elle vous embarrasse et vous ne voulez pas y répondre directement. Vous savez, si votre candidat a dit le 21 novembre que les élections prochaines n'ont aucun sens si les réformes n'étaient pas faites, est-ce qu'aujourd'hui, à ses yeux, ces élections ont un sens?
Parce que vous avez dit que si on a des bandes sonores qu'on les sorte. Je vous ai sorti vous me l'avez sorti. Vous en avez plein que je n'ai pas voulu sortir. Oui, mais je voulais sortir. Monsieur Niaoui, ces élections Monsieur Niaoui, vous pouvez les sortir au moment où nous avions déposé les réformes. Et même à l'heure où je vous parle, je maintiens que les réformes sont importantes parce que c'est un engagement que nous avons pris. Et dans notre pays, nous ne pouvons pas rester à prendre des engagements que nous respectons. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais Monsieur Niaoui, Monsieur Niaoui, est-ce que les élections prochaines ont un sens? Monsieur Niaoui, oui. lorsque vous êtes en face d'un adversaire qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien faire, je vous ai expliqué, c'est peut-être pour ça que nous sommes passés par tout ce détour-là pour expliquer la difficulté que nous avions, toutes les étapes que nous avons franchies dans ce problème des réformes et qui se sont heurtées à l'opposition farouche de unir, de voir opérer les réformes parce que ces réformes-là ne l'arrangent pas. Le maintien ad vitam aeternam au pouvoir, c'est la raison qui détermine le rejet des réformes. Lorsque vous êtes face à une personne qui dit cela, qui s'oppose aux réformes, et tout, lorsque vous êtes un parti politique responsable, si vous-même, vous savez au moment où vous vous battez pour avoir les réformes, que ces réformes-là sont importantes et que les élections n'ont pas de sens avec ces réformes, et que vous êtes confronté à un adversaire qui vous oppose le diktat, Monsieur Niaoui, lorsque vous êtes un responsable politique, j'allais dire responsable, vous devez faire en sorte que cela se traduise et que ce que vous n'avez pas réussi à avoir avec la main gauche, vous puissiez l'obtenir avec la main droite. Vous êtes sûr de pouvoir gagner ces élections? C'est cela. C'est pour cela que nous... Est-ce que vous êtes sûr? C'est pour cela que... Monsieur Niaoui, j'en viens. Les élections pour les perdre. Monsieur Niaoui, j'en viens. C'est pour cela que nous avions dit, unir, nous avions tout fait. Tout ce qui était au-delà même de l'humain pour avoir les réformes. Et je crois que tous les Togolais de bonne foi nous sont témoins de ce que nous avons fait, ce qui est en notre pouvoir. Vous savez, ce n'est pas un plaisir pour monsieur Fabre d'écrire à monsieur Faure, qui nous pose le régime qui pose des problèmes, qui nous pose des problèmes à l'opposition. Dans tous les pays normaux, non, du monde, le Togo en place se rencontre. Oui, vous avez dit. C'est vous au Togo qui en avez fait un mythe et c'est devenu cela. Vous savez, monsieur Fab candidat est poursuivi pour une sordide affaire d'incendie dans laquelle il n'a rien. Judiciaire. C'est ça. Parce que l'incendie s'est passé et que c'est les responsables politiques qui ont été arrêtés dès le lendemain. Vous me dites que c'est une affaire judiciaire. La justice va faire tout le monde, en tout cas, tout le monde sait que ce n'est pas. Tout le monde sait que ce n'est pas une affaire judiciaire. Mais je vous dis simplement que dans une tous les affaire pays du très monde, politique. Le chef de file de l'opposition rencontre le président de la République sans que cela n'émeuve personne. Oui, mais vous dites dans un pays normal. C'est ça. D'ailleurs, le chef de file de l'opposition, il est. Le décret de nomination du chef de file de l'opposition, le décret a été pris? Il n'a pas été pris. Et pourquoi il n'a pas été pris? Nous avions rempli les formalités depuis. Ça n'a pas été pris. Donc, ne parlez pas. Vous avez refusé de voter. Ne parlez pas. Vous avez refusé de voter. Nous étions renvoyés de l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'époque, c'était pas Jean-Pierre, c'était Gilles Chrysoline. Monsieur Niaoui. Aujourd'hui, puisque cela vous profite. Monsieur Niaoui, au moment où ce texte, je vous le rappelle, au moment où ce texte avait été voté, nous avons été renvoyés de l'Assemblée nationale. Nous n'étions pas à l'Assemblée, justement. Nous n'étions pas à l'Assemblée nationale au moment où ce texte avait été voté. Nous étions renvoyés. Les 9 députés, vous vous rappelez, qui ont été renvoyés, nous étions renvoyés. Regardez bien la date à laquelle le texte a été voté. Nous n'étions pas à l'Assemblée pendant que ce texte avait été voté. Voyez-vous? Et c'est vrai que ce texte avait été concocté pour monsieur Chikris Olympio, je n'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, mais tout à fait, mais ce que je vous dis, c'est que le texte a été voté. Mais aujourd'hui, que dans la traduction, dans l'actualité, le décret de nomination du chef de file de l'opposition, de toute façon, c'est pas cela qui nous fait travailler à l'ANC. Ce n'est pas le chef de file de l'opposition. Non, c'est pas ça. Maintenant, revenons à notre sujet. Voilà. Et donc, je vous dis, voilà. Et je vous dis que lorsque vous avez en face de vous un adversaire qui ne veut rien entrer, qui ne veut rien faire, pas faire de concessions et tout ça, et qui s'accroche au pouvoir, parce que la finalité de tout ça là, c'est ça. Et donc, si vous êtes un homme politique responsable, ce que vous n'arrivez pas à avoir avec la main gauche, vous pouvez l'obtenir
par la main droite. Et je vous avais dit tout à l'heure que le boycott, tout le monde est d'accord sur le plan international que le boycott n'a jamais profité. Nous aurons boycotté pour laisser un boulevard à M. Fonia Sigbe. Nous ne le ferons pas. Et nous estimons que si 85% des Togolais veulent vraiment les réformes, ça voudrait dire que, je vous ai dit tout à l'heure que les réformes concernent le mode de scrutin et la limitation du mandat présidentiel. Ça voudrait dire que les 85% de Togolais ne voulaient pas le 3e mandat de M. Fonia Sigbe. Eh bien, si nous n'arrivons pas à l'avoir par les réformes, nous devons pouvoir l'avoir. C'est pour cela que moi je dis que j'y arrive. L'élection à laquelle nous devons participer ne va pas être une élection comme tous les autres. Ça va être comme un référendum. Comme un référendum à refaire par rapport au référendum que nous avions fait en 92 et qui nous avait permis de voter une constitution où il y avait la limitation du mandat et le mode de scrutin. Voilà le choix confronté au problème auquel le parti Unir nous a soumis. Alors, Maître Mengambi, si voilà ce que nous avions fait. Vous avez choisi cette option. Ensuite, au même moment, l'ANC pouvait aussi user de son influence en disant, puisque ces élections-là vont se passer dans un contexte où il n'y a pas de réforme, je n'y vais pas et je dis aux autres de ne pas y aller pour contraindre le pouvoir à opérer ces réformes. Mais pourquoi, vous savez, le professeur Gogé et Adi sont signataires de la proposition de loi, sont dans la logique, disent que c'est eux qui se battent plus pour les réformes que nous. Pourquoi personne ne pose la question à M. Gogé de savoir pourquoi lui il a déposé sa candidature? Nous parlons à toute l'opposition, nous ne parlons pas individuellement à ANC ou parce que moi jusqu'à présent, je n'entends pas les gens se plaindre du dépôt de candidature par M. Gogé. On se plaint du dépôt de candidature de tous. On se plaint du dépôt de candidature de M. Jean-Pierre Fabre de l'ANC. Pas seulement. Mais M. Niaoui, nous avons déposé notre candidature parce que nous estimons que le boycott n'a jamais rien arrangé. Et ensuite, surtout lorsqu'on ne nous propose aucune solution par rapport au boycott qui ferait en sorte que le problème des réformes puisse être réglé. On nous dit qu'il faut mobiliser la population. Nous n'avons jamais arrêté de mobiliser la population. Seulement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant que nous nous mobilisons, d'autres s'accrochent sur les médias à démobiliser. Parce que vous savez, quand on s'attaque personnellement à M. Fabre, quand on le traîne dans la boue et tout ça, mais peut-être qu'on l'injurie, peut-être ça lui fait mal. Mais ce n'est pas à M. Jean-Pierre Fabre qu'on fait mal. C'est à la population qui veut le changement. C'est à la population qui a demandé pratiquement à genoux à l'opposition de se mettre ensemble. C'est à cette population que l'on fait mal. C'est à cette population-là qui est démobilisée, qui est déboussolée par rapport au spectacle triste que les responsables de l'opposition offrent sur les médias. Et pendant ce temps-là, nous sommes sur le terrain à mobiliser pendant qu'on démobilise. Et on ne nous propose pas, on vous dit il faut boycotter et tout ça. Et je dis, si nous boycottons, ça va empêcher ce pouvoir d'organiser les élections. D'ailleurs, il aurait préféré l'organiser sans nous, comme ça ils auront la paix. Vous savez, nous avions déposé cette candidature, là, mais nous ne dormons pas. Mais personne ne dit, parce qu'il y a eu le problème du fichier électoral que nous avions demandé à la CENI. D'accord. La CENI a refusé de donner la base de données et nous l'a donné en PDF. À tous les partis politiques qui ont fait la demande, on a donné en PDF. Des gens ont dit sur les médias ici qu'avec le fichier électoral en PDF, on ne peut rien faire avec. Nous avons réussi à faire quelque chose avec le fichier en PDF qu'on nous a donné. C'est ce que nous avons démontré à la conférence de presse la dernière fois. Dit qu'il y avait 9000 doublons. Au grand dam de tout le monde, parce que les gens ont cru que nous n'allons pas le faire. Cela, nous l'avons fait, M. Niaoui, ce que cela nous a coûté en argent, ce que cela nous a coûté en nuit d'insomnie, pour pouvoir arriver à décrypter les taux et à sortir ces doublons et à prouver à la face du monde entier que le fichier de 2013, comme nous l'avons toujours dit, est très corrompu. Nous avons apporté la preuve. Ça veut dire que, s'agissant des conditions de transparence, nous ne dormons pas. Et ce n'est pas fini. Alors justement, ça, ce n'est pas fini. Et nous avons relancé aujourd'hui. Vous apportez ainsi la preuve qu'il y a des doublons dans le fichier. Malgré cela, vous allez à une élection comme ça. Oui, mais nous avons démontré. Mais qu'est-ce que nous avons demandé?
nous avons demandé, monsieur Niaoui, nous sommes en combat, nous sommes en lutte. Voilà, nous sommes en lutte. Moi, je souhaiterais que tous les partis de l'opposition soient en combat. Le combat, ce n'est pas de venir sur les radios et de venir à la télévision insulter les partenaires, ces partenaires de l'opposition. Ce n'est pas ça. Le combat, c'est de travailler, de faire en sorte de pousser ce régime-là qui ne veut pas faire les réformes, qui ne veut pas organiser des élections transparentes dans ces dernières classements. C'est ce que nous tuons à faire jouer. Nous ne dormons même pas pour cela. Et nous souhaiterons que tout le monde mette la main à la pâte pour que nous y arrivions. Et nous estimons que si pour nous aujourd'hui, le boycott, qu'on nous donne la solution que le boycott peut nous apporter, et nous sommes preneurs. Si le boycott peut nous apporter les réformes, si le boycott peut nous apporter que ce pays qui est dirigé par la même famille pendant près de 50 ans puisse trouver une alternance pacifique, nous sommes preneurs, monsieur. Vous êtes sûr que si vous quatre, Jean-Pierre Fabre, Maître Tchassona Traoré, Djeri Tama, Professeur Gogué, vous retiriez, le chef de l'État se présenterait tout seul? Mais qu'est-ce qui va l'empêcher? Vous n'avez pas vu que ça s'est fait dans nos pays? Vous n'avez jamais vu le général Yadema parce que l'opposition a boycotté les... Il a toujours eu en face de lui des Adani, il fait et autres. Oui, vous vous rappelez, Adani, il fait et autres. Et si ce que vous dites là se retire, il en restera toujours quelqu'un. Il restera toujours quelqu'un qui pourrait y aller. Mais ce que la question, monsieur, il y a eu la question que je pose, la question que je pose, c'est que si nous boycottons, quelle est la solution? Est-ce que le boycott va nous apporter les réformes? Est-ce que c'est le boycott qui va nous apporter les conditions? Est-ce que ça ne va pas contraindre le pouvoir à revoir sa copie? Un pouvoir que vous avez pratiqué pendant des années. Je vous l'ai dit, nous avons boycotté en 1998. Ça n'a pas empêché... c'était des élections législatives, c'était normal. Oui, mais c'est le pouvoir du peuple. C'est une élection quand même. Et moi, je dis que c'est cette sélection-là, pour moi, aujourd'hui, elle a été plus importante qu'une élection présidentielle parce que c'est ça qui a permis au pouvoir de changer la Constitution pour nous mettre devant les problèmes que nous gérons jusqu'aujourd'hui sans y trouver des solutions. Et donc, nous avons dit, nous irons aux élections, mais ce n'est pas parce que nous y allons des élections que nous allons dormir sur nos lauriers et y aller à n'importe quelle condition. Et nous battons pour apporter les preuves de ce que là où les conditions de transparence n'existent pas, qu'on fasse en sorte que cela soit corrigé et que pour une fois, ces élections soient libres, démocratiques et transparentes. Nous avons même formulé, nous sommes allés très loin en formulant. Vous savez, au Togo, la seule élection qui a été organisée et qui a été démocratique et transparente, c'est celle qui a été organisée en 1958. Par l'ONU. Le CUT avait gagné. Par l'ONU. D'accord? À l'époque, par l'ONU. Nous avons même sollicité cela. Que si tout le monde était de bonne foi et que UNI est persuadé qu'il peut gagner les élections et que tout le peuple est d'accord avec le programme et les actions du chef de l'État, nous avons dit mais qu'une tierce personne vienne organiser les élections. Nous avons fait cette proposition-là. Nous l'avions fait même en 2010. On nous a trouvé comme on nous a traité de martiens, où est-ce que vous sortez, tout ça. Mais ça n'a pas empêché d'aller organiser ces élections-là. Vous savez, le général malien a organisé en Guinée. Après que nous ayons formulé la demande. Nous avons formulé encore cette demande-là aujourd'hui. Et donc, nous travaillons pour apporter la preuve de ce que les conditions de transparence réclamées par rapport aux standards internationaux puissent être réunies pour que ces élections-là soient... la dernière question en politique. Est-ce que vous croyez, dans les conditions actuelles, avoir une seule petite chance de gagner l'élection? Nous nous battons pour cela. Nous nous battons pour cela et nous estimons que si véritablement 85% des Togolais veulent les réformes et que ce régime refuse de faire ces réformes-là, qu'à cela ne tienne, que cette élection-là soit transformée en référendum pour que la Constitution, les réformes que nous n'arrivons pas à avoir de la main gauche, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'Assemblée, le peuple togolais puisse l'arracher par ces élections-là.
Maître Améganvi, je vais vous poser quelques questions maintenant qui vous sont adressées de la société civile qui suit de près cette émission et qui voudraient avoir les réactions des partis politiques sur un certain nombre de questions qui leur tiennent à cœur. Alors, depuis les violences politiques de 2005, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a fait son travail et a demandé que le travail de réparation soit opéré, soit fait. Ce travail n'a toujours pas été fait. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, mais monsieur Niaoui, au tout début de l'émission, je vous avais dit que c'est la pratique de ce régime de prendre des engagements. Parce que la CVJR a été mise en place par le gouvernement. La CVJR a travaillé, a fait des recommandations. La CVJR a fait, non, c'est pas seulement la réparation des victimes et autres. La CVJR s'est penchée sur tous les problèmes qui minent la société togolaise, y compris les problèmes politiques. La CVJR a insisté pour faire les réformes aussi. D'accord? Mais tout à l'heure, tout le débat a tourné autour de ce refus de faire les réformes-là. Il en est de même pour ce qui concerne les victimes. Le gouvernement a accepté les recommandations, parce que je me rappelle bien, lorsque Monseigneur Bariga avait remis les recommandations au gouvernement, il a même été créé, cette fois-ci, un ministère chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, je crois. Mais bon, c'est un ministère qui a été créé pour peut-être avoir le nom. Et donc, ce problème-là, ce n'est pas un problème isolé, c'est un problème, un mouvement d'ensemble. De ce gouvernement-là qui prend des engagements et qui ne les respecte jamais. Justement, la société civile s'étonne de ce que vous, de l'opposition, vous ne portiez pas ces questions-là. Vous ne parlez que de limitation de mandat, que d'élection à deux tours. Oui, mais la situation des victimes de 2005, parce que monsieur vous envoyez certains qui sont dans des conditions déplorables, vous pouviez aussi porter ce problème-là. Oui. Ce n'est pas seulement les victimes des événements qui ont jalonné notre pays-là, qui sont dans des situations déplorables. Mais vous n'en parlez pas du tout. C'est pratiquement tous les Togolais. Oui, mais ça c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur Niaoui, nous sommes des partis politiques. Et un parti politique, quand même, l'objectif premier d'un parti politique, c'est de se battre, c'est la conquête du pouvoir. C'est vrai. Mais comme le parti politique ne va pas diriger des animaux, c'est des personnes qui dirigent, nous battons sur tous les fronts. Mais ce travail-là, moi j'estime que c'est le travail de la société civile, puisque c'est la société civile, elle qui pose problème. Donc vous n'allez pas du tout en parler. Qui pose le problème. Ce n'est pas que nous n'allons pas en parler. Nous, je vous l'ai dit tout à l'heure que ce problème est un mouvement d'ensemble de tous les problèmes. Il s'agit d'engagements pris et qui ne sont jamais respectés. Et donc, notre lutte porte sur le fait de faire en sorte que lorsque vous donnez votre parole, vous puissiez respecter. Et dans ce problème-là figure aussi, comme tous les autres problèmes, le problème des victimes de la CVJR, des engagements pris de la même manière que les réformes qui se retrouvent dans les recommandations de la CVJR, de la même manière que l'indemnisation des victimes. Mais je crois que, fondamentalement, que ce travail revient au premier chef à la société civile.